Un basculement silencieux s'accélère au Sahel aujourd'hui. Sous tension, ressources stratégiques, monnaie héritée et alliances régionales se resserrent en même temps, tandis que des intérêts extérieurs recalculent leurs risques, leurs flux et leurs lignes rouges mois après mois. Que signifie cette mécanique pour vous si Ibrahim Traoré tient ce cap sans promettre de solution simple? Les prochains mois trancheront car l'enjeu dépasse un homme et met à l'épreuve un système entier déjà fragilisé. La promesse est simple, suivre la mécanique, pas l'émotion, pour comprendre ce qui se joue réellement. Pour le lecteur, l'avantage est clair, lire les rapports de force sans mythifier un homme. Le texte s'engage à distinguer le récit mobilisateur des chaînes cause-effet observables en restant strictement collé aux éléments cités et aux proportions avancées, sans extrapolation ni embellissement. L'enjeu est élevé, car chaque levier évoqué, ressources, monnaie, alliances, déclenche des réactions en cascade qui dépassent les frontières nationales et touchent des vies ordinaires autant que des équilibres lointains. Et voici la phrase qui résume le nerf du récit. Un exemple peut coûter plus qu'une arme. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni héros ni solution miracle. Il devient un point de friction révélateur. Si la lecture est correcte, le prix n'est pas payé d'abord par les chancelleries, mais par des villages sans livres, des hôpitaux sans médicaments et des économies dépendantes de flux invisibles. La promesse tient alors en une méthode. Clarifier les enjeux, mesurer les deltas possibles et comprendre pourquoi les prochains mois concentrent sanctions, rumeurs et recomposition régionale. Près de 70 millions de personnes seraient concernées par une recomposition régionale en cours, si l'alliance des États du Sahel tient dans la durée. Cette masse humaine change l'échelle du risque. Ce n'est plus un épisode national, mais une mécanique régionale qui se met en mouvement. À partir de là, le récit propose une clé de lecture précise, comprendre pourquoi un nom devient un point de fixation et non une fin en soi. Ibrahim Traoré apparaît dans cette narration comme un vecteur, parce que son arrivée condense plusieurs lignes de fractures déjà ouvertes, sécurité intérieure dégradée, dépendance économique héritée et fatigue sociale accumulée. Le texte insiste sur un principe simple. Lorsqu'un dirigeant touche au rapport de richesse et au circuit de décision, les réactions ne tardent pas. Elles se manifestent d'abord par des récits concurrents, puis par des pressions plus concrètes. Pour installer ce cadre, 2 précédents sont rappelés sans être détaillés. Patrice Lumumba en 1961, puis Thomas Sankara en 1987. L'objectif n'est pas la comparaison historique, mais la mise en place d'un schéma. Dans cette logique, chaque tentative de recentrage national active des forces extérieures soucieuses de préserver des équilibres anciens. Le Burkina Faso est alors décrit comme un terrain où cette tension est devenue visible, parce que la promesse démocratique aurait cohabité avec une dégradation continue des conditions de vie. Le contexte immédiat est celui d'un pays sous pression sécuritaire, où la procédure a perdu de sa crédibilité face à l'urgence. Le texte affirme que, dans ce climat, la légitimité cesse d'être abstraite. Elle se mesure à la capacité de protéger, de nourrir et de maintenir des services essentiels. Ibrahim Traoré est introduit dans ce cadre précis, non comme une figure isolée, mais comme la traduction d'une attente collective née de l'échec perçu des voies précédentes. La question posée n'est donc pas morale, mais mécanique. Qu'est-ce qui rend cette trajectoire inquiétante pour certains acteurs et soutenable pour d'autres ? C'est à partir de ce socle que le récit distingue, scène après scène, le symbole de la chaîne cause-effet. Pour traduire cette mécanique abstraite en expérience vécue, le récit s'appuie sur un personnage guide. Ousmane, 58 ans. Ancien enseignant, devenu vendeur de pièces de rechange, il ne parle ni au nom d'un parti, ni d'une idéologie. Sa fonction est plus simple et plus exigeante. Servir d'unité de mesure. À travers lui, les décisions lointaines se transforment en gestes quotidiens, en factures, en sacs de riz, en nuits plus ou moins calmes. Ousmane incarne une loyauté civique patiente. Il aurait voté à chaque élection, cru aux promesses successives, puis observé une dégradation continue. Écoles sans livres, hôpitaux sans médicaments, armées mal équipées face à des groupes armés mieux dotés. Le contraste est central dans le récit. D'un côté, des procédures applaudies à l'extérieur, de l'autre, une vie quotidienne rendue impraticable.
Cette dissonance prépare l'acceptation du premier basculement de 2022, présenté comme une réponse à l'urgence plutôt qu'un rejet abstrait des règles. Les premiers impacts décrits ne sont pas spectaculaires, ils sont diffus. La capitale gonfle sous l'effet des déplacements, des réfugiés dorment dans la rue, les routines se brisent. Ousmane ne débat pas de constitution. Il se demande si demain sera habitable. Ce regard permet au texte de montrer comment la légitimité se déplace. Elle ne se proclame plus, elle se teste chaque jour. Dans ce cadre, la politique devient une question de survie mesurable. Chaque amélioration ou chaque échec s'inscrit immédiatement dans le vécu. Le personnage guide prépare ainsi le terrain narratif. Si la sécurité ne progresse pas, le récit s'effondre vite. Si elle avance, la rupture gagne du temps. Ce que cela change, concrètement, tient en une ligne. La politique touche la vie avant les principes. Avant le basculement, le récit décrit une fatigue longue, presque invisible. Des années marquées par l'insécurité, des villages menacés, des services publics à l'arrêt, et une armée décrite comme reculant faute de moyens matériels. La procédure politique existe encore, mais elle paraît déconnectée. On vote, on applaudit, on attend, tandis que la peur s'installe comme une routine. Dans cette phase, la priorité cesse d'être la conformité institutionnelle, elle devient la protection immédiate. Le premier déclenchement est situé en janvier 2022. Il est présenté non comme un caprice de caserne, mais comme une réponse à une urgence accumulée. Les rues se remplissent, non par rejet abstrait de la liberté, mais parce que la liberté promise aurait été vécue comme une contrefaçon. Le récit insiste sur une logique simple. Quand on se noie, on ne demande pas le pédigree de la main qui vous tire hors de l'eau. À ce moment précis, une attente collective se forme. Si la sécurité revient, la rupture sera tolérée. Si elle échoue, elle sera rejetée. Vient ensuite la phase de tension. Le successeur censé incarner le nouveau départ est accusé dans le texte de reproduire l'erreur fatale. Il maintiendrait les anciennes amitiés, écouterait les mêmes conseillers et laisserait ouvertes les portes vers les anciens centres d'influence. La conséquence narrative est immédiate. Les attaques continuent, l'insurrection progresse, et la confiance s'érode plus vite que les annonces officielles. Pour Ousmane, les visages changent, mais les mécanismes restent, et l'humiliation s'accumule quand l'espoir se fissure. Le climax arrive en septembre 2022, la scène médiatique est familière. Une annonce à la télévision nationale, mais l'atmosphère est différente. Des soldats jeunes, des uniformes poussiéreux, et l'impression d'un retour direct du front. C'est ici que le capitaine Ibrahim Traoré entre en scène comme figure de rupture. Il ne parle pas la langue policée des tribunes diplomatiques, il parle avec la frustration brute de la caserne, au nom des veuves du Nord et des camarades tombés faute de soutien. Dans cette narration, son importance vient moins de son grade que de la fonction qu'il incarne. Après le point haut, les répliques se propagent. À l'extérieur, l'événement est rapidement cadré comme un coup d'État dans le coup d'État, rangé dans une catégorie de chaos institutionnel. À l'intérieur, la rue le lit comme une correction, une reprise en main par ceux qui disent partager la même poussière et les mêmes risques. Deux définitions de la légitimité s'opposent alors frontalement. Pour l'une, elle vient de l'urne, pour l'autre, elle vient de l'action et de l'acceptation de saigner avec le peuple. Cette divergence produit un dernier effet visible. Les foules agitent des drapeaux multiples, dont ceux de partenaires non occidentaux, à côté de celui du Burkina Faso. Le texte demande de ne pas y voir un folklore, mais un signal calculé. Quand un dirigeant cesse d'écouter l'ambassade et commence à écouter la rue, il devient une menace, pas seulement politique, mais financière. Dans ce cadre précis, Ibrahim Traoré est décrit comme dangereux, non par une arme, mais par l'exemple qu'il risque d'installer. Pendant des décennies, selon le récit source, environ 90% des bénéfices des mines industrielles auraient été captés par des sociétés étrangères, ne laissant à l'État qu'une marge réduite. Cette proportion sert de baseline. Elle n'est pas présentée comme une anomalie ponctuelle, mais comme la règle d'un modèle stabilisé, dans lequel la valeur quitte le territoire, tandis que les communautés proches des sites miniers restent exposées à la poussière, aux pollutions et à une protection minimale. Le delta implicite apparaît dès lors clairement. Toute tentative de renégociation ou de recentrage national perturbe mécaniquement des flux devenus routiniers pour les acteurs extérieurs. Autrement dit, toucher à la répartition déclenche une réaction en chaîne
prévisible. Un second repère chiffré concerne l'énergie. Le texte affirme qu'environ 70% de l'électricité française proviendrait du nucléaire et qu'une ampoule sur 3 serait alimentée par de l'uranium extrait au Sahel, notamment au Niger, voisin immédiat du Burkina Faso. Cette donnée fonctionne comme une autre baseline. Un minerai stratégique circule massivement vers l'extérieur. Le delta est introduit par contraste. Dans certaines zones proches des sites d'extraction, près de 80% de la population n'aurait pas accès à l'électricité. Le récit ne cherche pas ici à mesurer précisément les flux, mais à souligner une asymétrie structurelle. L'énergie voyage, les infrastructures non. Autrement dit, la valeur circule sans retour, équivalent vers les territoires sources. Le troisième repère porte sur la monnaie. Les pays utilisant le franc CFA devaient, selon le texte, déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Cette règle, héritée de 1945, constitue une baseline institutionnelle. Le delta envisagé est hypothétique mais central. Si ces États s'en détachent, ou si une nouvelle architecture monétaire émerge au sein de l'alliance des États du Sahel, l'ensemble du mécanisme serait déplacé. Le récit reconnaît que l'effet immédiat pourrait être surestimé, mais insiste sur la portée symbolique et politique de cette proportion. Autrement dit, quand la moitié des réserves est hors frontières, la marge interne reste étroite. Ces trois chiffres, bénéfices miniers, dépendance énergétique, contraintes monétaires, sont utilisés sans entrer dans la technique. Leur fonction n'est pas de démontrer au sens académique, mais d'ordonner une logique. Chaque fois, le schéma est identique. Une baseline ancienne, un delta envisagé et une conséquence potentielle. Alignés, ces repères produisent une cohérence narrative. Si plusieurs piliers du système sont tendus simultanément, alors tout déplacement, même limité, devient instable. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré cesse d'être lue comme un événement isolé. Elle s'inscrit dans une mécanique plus large où ressources, monnaie et alliances se répondent. Le texte affirme que ce n'est pas l'ampleur immédiate des changements qui inquiète certains acteurs, mais leur caractère cumulatif. Une renégociation minière prise seule est gérée, gérable. Un débat monétaire isolé est absorbable. Une alliance régionale en soi est négociable. Mais lorsque ces trois axes avancent en parallèle, le coût d'adaptation augmente fortement. La fonction de cette partie est donc claire. Fournir un socle mesuré, même minimal, pour comprendre pourquoi la suite du récit évoque pression, sanctions et inquiétude. Les chiffres ne ferment pas le débat. Ils le structurent. Ils transforment une impression diffuse en mécanique lisible, où chaque tentative de reprise de contrôle produit un choc proportionnel aux dépendances héritées. La première thèse opposée, largement relayée à l'extérieur, insiste sur le risque d'instabilité structurelle. Selon cette lecture, l'arrivée d'un capitaine jeune, entouré de soldats revenus du front, fragiliserait durablement les institutions. Le texte rapporte trois craintes récurrentes: l'érosion des règles constitutionnelles, la dépendance à de nouveaux partenaires sécuritaires et l'isolement diplomatique progressif. Dans ce cadre, la rupture serait vouée à payer un prix élevé: sanctions, suspension d'aide, pression financière et réputation dégradée formeraient un cocktail capable d'asphyxier une économie déjà vulnérable. L'argument est cohérent. Dans un système international normé, toute sortie brutale expose à des coûts immédiats et mesurables. La seconde thèse critique se concentre sur le risque interne. Elle avance que la légitimité par l'action, si elle remplace durablement la légitimité par l'urne, peut devenir un piège. Si les résultats tardent, la promesse initiale se retourne contre ceux qui la portent. La sécurité devient alors un étalon impitoyable. Chaque attaque non contenue, chaque service public défaillant affaiblit le récit. Cette lecture souligne aussi le danger de personnalisation. En concentrant l'attente sur une figure, le système s'expose à une déception rapide, voire à une fragmentation du soutien populaire. Là encore, l'argument est solide. L'histoire régionale offre de nombreux exemples de ruptures initialement applaudies, puis rejetées faute de résultats durables. La réponse formulée dans le texte source ne nie pas ces risques, elle les requalifie. Sur le plan externe, le récit avance que le statu quo portait déjà un coût élevé, moins visible, mais constant.
Dépendance économique, captation des ressources et contraintes monétaires auraient limité la capacité de l'État à agir. Dans cette logique, la rupture n'augmente pas le risque, elle le rend explicite. Elle transforme une fragilité diffuse en confrontation ouverte, où les lignes sont enfin lisibles. Sur le plan interne, la réponse insiste sur une distinction clé. La légitimité par l'action n'est pas présentée comme un rejet définitif de l'urne, mais comme une suspension conditionnelle. Elle reste réversible. Si les résultats ne suivent pas, le soutien s'effondre. Cette fragilité est assumée comme un mécanisme de contrôle permanent, plus rude mais plus immédiat. Au final, le texte propose une comparaison, non une absolution. Il oppose deux vulnérabilités, celle d'une rupture qui expose rapidement et celle d'un statu quo qui use lentement. La question laissée ouverte n'est pas idéologique, mais pratique. Laquelle de ces deux fragilités réduit le plus la violence quotidienne et à quel coût collectif? L'alliance change la géométrie du risque. À ce stade du récit, le centre de gravité se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'une succession de ruptures politiques nationales, mais d'une translation régionale assumée. L'alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, n'est plus décrite comme un simple pacte défensif. Elle devient, dans cette narration, un multiplicateur de coûts pour toute pression extérieure. L'enjeu n'est pas idéologique, il est mécanique. Le texte insiste sur un glissement décisif. Répondre ensemble modifie les calculs. Si un pays est ciblé par des sanctions, les autres ouvrent des routes. Si un flux est bloqué, des corridors alternatifs apparaissent. Cette coordination ne garantit pas le succès, mais elle rehausse le seuil de contrainte. Ce qui était auparavant une fragilité isolée devient un risque partagé, donc plus complexe à exploiter. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est repositionné. Il n'est pas présenté comme un chef en surplomb, mais comme un relais d'alignement. Sa fonction dans la logique du texte est de rendre visible une cohérence nouvelle, des frontières qui cessent d'être des lignes de fragmentation pour devenir des points d'appui. Cette révélation de milieu agit comme un miroir. Plus l'alliance gagne en visibilité, plus les contre-mouvements décrits s'intensifient, le récit ne prédit pas l'issue. Il montre pourquoi, à partir de ce moment, chaque geste pèse davantage qu'avant. Du côté de l'État, la rupture décrite produit un effet double. D'un côté, l'appareil public cherche à reprendre la main sur des leviers longtemps partagés ou externalisés, sécurité, contrats miniers, orientation monétaire. Cette reprise accroît la capacité de décision, mais elle expose immédiatement les administrations à des chocs. Le récit évoque des pressions diplomatiques, des sanctions ciblées et des tentatives d'isolement qui testent la résilience institutionnelle. L'État se retrouve ainsi dans une zone intermédiaire, plus visible, plus affirmée, mais aussi plus vulnérable à court terme. Dans cette logique, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré agit comme un accélérateur. Elle force l'administration à apprendre vite, sous contrainte, sans le filet de protection habituel. Du côté des entreprises locales, les effets sont contrastés. Certaines activités, notamment dans l'agriculture, le petit commerce et les services essentiels, bénéficient d'une attention nouvelle, car elles deviennent stratégiques pour amortir les chocs extérieurs. Le texte suggère que ces secteurs gagnent en reconnaissance politique, sinon encore en marge financière. A l'inverse, les entreprises dépendantes d'importations, de financements extérieurs ou de partenariats internationaux font face à des perturbations immédiates. Hausse des coûts, incertitudes contractuelles et fluctuations monétaires fragilisent leur modèle. La rupture ouvre donc un espace d'opportunité, mais elle ne distribue pas de dividendes instantanés. Elle redistribue le risque avant de redistribuer la valeur. Du côté des citoyens, le récit adopte un prisme plus direct. Les conséquences se manifestent par des sacrifices temporaires. Tensions sur les biens essentiels, coupures de services, routines bouleversées. Ces difficultés sont intégrées dans une narration du prix à payer, présenté comme transitoire. Le soutien populaire n'est pas décrit comme une adhésion aveugle à un homme, mais comme un engagement conditionnel. Les dons, l'entraide locale et la mobilisation civique deviennent des amortisseurs sociaux. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne moins comme un symbole héroïque que comme un repère autour duquel s'organise une attente collective. Améliorer le quotidien ou perdre rapidement le crédit accordé.
Du côté de la région, enfin, les effets dépassent largement les frontières nationales. L'Alliance sahélienne recompose les équilibres hérités du système postcolonial. Elle complique l'usage de la fragmentation comme outil de pression. Les flux commerciaux, les décisions sécuritaires et les réponses aux sanctions tendent à se coordonner. Le texte insiste sur une conséquence majeure. La région cesse d'être une addition de fragilités isolées et commence à se comporter comme un bloc expérimental. Cette évolution force les partenaires extérieurs à recalculer leurs leviers et pousse les États voisins à observer l'expérience comme un précédent possible. En réunissant ces 4 sphères, le récit montre que la rupture ne se limite pas à un discours politique. Elle produit des effets imbriqués, parfois contradictoires, qui se renforcent ou se neutralisent. L'enjeu central n'est pas l'absence de coûts, mais leur répartition dans le temps et entre les acteurs. À partir de la mécanique décrite, le texte propose 3 trajectoires possibles sur un horizon de 6 à 12 mois. Elles ne sont pas présentées comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture permettant d'évaluer la tension entre continuité et rupture. Dans chaque cas, Ibrahim Traoré reste un facteur important, sans être le seul déterminant. L'enjeu dépasse la personne et touche à la capacité collective à transformer une séquence politique en système fonctionnel. Le premier scénario est celui d'une consolidation fragile, souvent considéré comme le scénario de base. La sécurité intérieure progresse lentement, de manière inégale, grâce à une meilleure coordination entre forces armées, volontaires et services locaux. L'Alliance sahélienne continue d'exister, mais ses instruments économiques et monétaires avancent par étapes prudentes. Les sanctions persistent, sans escalade majeure. L'État regagne une marge d'action, tout en restant exposé aux ruptures d'approvisionnement et aux pressions financières. Dans ce cadre, le Burkina Faso devient plus autonome qu'auparavant, sans encore imposer son rythme à l'environnement régional. Le deuxième scénario est celui d'une bascule stratégique plus optimiste. Les avancées sécuritaires deviennent visibles sur plusieurs zones clés, ce qui renforce la crédibilité du projet. L'Alliance des États du Sahel accélère ses chantiers, corridors logistiques protégés, coopération militaire renforcée, harmonisation de certaines règles minières. La coordination régionale réduit l'effet des sanctions isolées. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît davantage comme un coordinateur que comme un symbole. Le récit suggère que cette dynamique pourrait attirer d'autres États désireux de réduire leur dépendance, modifiant progressivement le centre de gravité sahélien. Le troisième scénario est celui d'un étouffement progressif, le plus redouté dans le texte. Les contre-mouvements prennent l'avantage. Les sanctions se durcissent, les flux se contractent et les campagnes de désinformation fragmentent le soutien interne. L'insécurité freine l'action publique, l'économie s'essouffle et l'alliance régionale montre ses limites sous la pression combinée de facteurs externes et internes. La priorité devient alors la survie institutionnelle plutôt que la transformation. Pour lire ces scénarios sans se figer, le texte propose une règle simple. Les considérer comme des systèmes ouverts. Chaque action produit une réaction. Chaque pression extérieure génère des solidarités ou des fractures nouvelles. Le point commun aux 3 trajectoires est clair. Le succès éventuel dépendra moins d'un homme que d'une méthode collective capable d'absorber les chocs dans la durée. Pour celui qui vit sur place, l'impact de la rupture se mesure d'abord à la continuité du quotidien. Le texte décrit une alternance de tensions et d'efforts. Coupures intermittentes, chaînes d'approvisionnement fragilisées, mais aussi entraide locale et réorganisation des routines. L'effet principal est émotionnel autant que matériel. L'incertitude pèse, mais elle s'accompagne d'une détermination nouvelle. 2 gestes concrets émergent dans cette logique: s'informer régulièrement auprès de sources locales vérifiables et renforcer les réseaux de solidarité communautaire, devenus des amortisseurs essentiels face au choc. Pour celui qui vit loin, notamment dans la diaspora, l'enjeu est différent. La distance transforme l'événement en récit médiatique, souvent polarisé. Le texte souligne un risque spécifique: confondre soutien et amplification. Relayer sans vérifier peut durcir les lignes et alimenter des cadrages simplificateurs. Ici, l'action utile n'est pas spectaculaire.
Elle consiste à ralentir la circulation de l'information, à comparer les versions et à encourager des discussions qui dépassent les images de crise. L'attention devient un acte politique discret. Pour celui qui observe de l'extérieur, enfin, la séquence sahélienne rappelle que les crises ne sont jamais isolées. Elles influencent les prix, les flux migratoires, les politiques énergétiques et les équilibres diplomatiques. Le texte invite ce lecteur à replacer chaque épisode dans une chaîne longue plutôt qu'à réagir à l'événement du jour. Comprendre les mécanismes, ressources, monnaies, alliances, permet d'éviter les jugements instantanés et de saisir les effets différés. La fonction de cette partie est claire, transformer l'attention passive en action mesurée. À chaque position correspond un levier modeste mais réel. Informer sans enflammer, soutenir sans idéaliser, observer sans réduire. C'est à cette condition que l'intérêt pour la région cesse d'être un spectacle et devient une compréhension durable. Le texte suggère qu'une rupture ne tient pas par l'élan, mais par une méthode séquencée. La première étape concerne les 2 premiers mois. L'objectif est de sécuriser l'essentiel. Concrètement, l'État concentre l'effort sur les corridors vitaux. Routes d'approvisionnement, hôpitaux, zones de marché. Les communautés locales organisent l'entraide pour absorber les pénuries. Le critère d'évaluation est simple. Réduction des ruptures de services critiques et continuité minimale des stocks médicaux. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme un point d'appui opérationnel, non comme un garant de résultats. La deuxième étape se situe entre le 1er et le 4e mois. Elle vise la stabilisation de l'information. Autorités, médias locaux et relais civiques diffusent des points réguliers, sobres et vérifiables afin de contenir les rumeurs. L'enjeu n'est pas de convaincre, mais de réduire la panique. La mesure du succès repose sur la cohérence des messages publics et la baisse des récits contradictoires dominants. Le texte insiste, une rupture fragilisée par la désinformation s'épuise avant même d'être testée sur le terrain. La 3e étape, entre le 2e et le 6e mois, porte sur la coopération régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger synchronisent logistique, frontières et réponse aux sanctions. L'alliance sahélienne est jugée à sa capacité à maintenir les flux commerciaux malgré les pressions extérieures. Ici, la réussite ne se lie pas dans les discours, mais dans la continuité des échanges et la rapidité de réaction collective. La 4e étape s'étend du 3e au 9e mois. Elle concerne la réouverture du dossier des ressources. L'État audite contrats et pratiques, impose des exigences minimales de retombées locales et clarifie les règles sans promettre l'impossible. Les indicateurs sont la transparence accrue et les premiers signes de redistribution territoriale. Enfin, entre le 6e et le 12e mois, l'objectif devient la résilience durable. Réinvestir l'école, la santé et l'administration, pendant que la société civile surveille la corruption au quotidien. Le fil conducteur est écho constant. Transformer une mobilisation en système capable de survivre aux hommes, y compris à Ibrahim Traoré. Le récit revient au visage qui a servi de boussole, Ousmane. Rien, dans sa vie, n'a l'éclat des grandes scènes diplomatiques. Pourtant, c'est par lui que tout se mesure. Sa fatigue n'est pas une statistique, c'est une mémoire accumulée. Une génération a voté, attendu, espéré, puis appris à compter les nuits plutôt que les promesses. Dans ce miroir, Ibrahim Traoré apparaît comme un test, pas comme un sauveur. La rupture peut-elle produire autre chose qu'un moment ? Le texte souligne un danger intérieur, plus silencieux que les sanctions, l'attente de miracles. Quand un homme devient symbole absolu, la société risque d'attendre au lieu de construire. Or, la mécanique décrite exige l'inverse. Des citoyens qui tiennent la ligne, des administrations qui résistent, des solidarités qui comblent les vides. Une rupture sans système retombe. C'est ici que le rappel prend sens. La méthode compte plus que l'élan. Si la trajectoire associée à Ibrahim Traoré doit durer, elle devra devenir une routine. Pas une légende, mais une pratique quotidienne, mesurable et transmissible. Le retour à Ousmane ferme la boucle et rappelle l'essentiel, une vie praticable. C'est à cette aune que la suite sera jugée. Le récit se referme sur une idée sociale plutôt qu'un mot d'ordre. Il décrit une tension qui dépasse un pays parce qu'elle touche à une question de dignité collective, qui fixe les règles, qui garde les clés et qui paie la facture lorsqu'un système se défend. Dans cette perspective, la figure mise en avant n'est pas une fin. Elle agit comme un révélateur qui oblige à regarder les mécanismes, ressources, monnaie, alliances, informations, plutôt que de s'arrêter au visage. Pour le lecteur,
L'enjeu n'est pas de choisir un camp par réflexe, mais de choisir une méthode d'attention. Lire lentement, vérifier avant de relayer, refuser le récit unique, qu'il vienne d'un média dominant ou d'une ferveur militante. Se demander à chaque épisode quel mécanisme est à l'œuvre et qui en tire un avantage concret. Si une discussion doit s'ouvrir, qu'elle commence par une question exigeante.